C'est la 35e édition du Club de la Presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impunité qui caractérise le pouvoir de Bujumbura, avec une justice qui semble couvrir les crimes commis ou les intentions de crime des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les illustrations ne manquent pas. La dernière en date est la libération, il y a 2 jours, de Melchiade Nzofabarouché, qui avait pourtant été condamné le 30 avril dernier à 3 ans de prison pour avoir lancé en appel au meurtre contre les opposants pendant la campagne électorale pour le référendum. Autre exemple, le colonel Bangili Nama Vital, condamné le 23 octobre 2008 à la perpétuité par contumace pour l'assassinat de 31 civils, tous des membres du parti FNL d'Agathon-Gwassa à Muyinga. C'était en 2006. L'officier, alors commandant de la 4e région militaire, avait pris la fuite. Il est retourné au Burundi début de cette année et depuis son retour, il semble n'être nullement inquiété. Et puis, l'homme pour qui le crime semble toujours béni par le pouvoir de Bujumbura, le colonel Désiré Ouamahoro, condamné maintes fois, mais jamais mis en prison. Cet officier de police a été poursuivi pour meurtre, torture, escroquerie, et j'en passe, mais il a toujours bénéficié de la confiance et du soutien inconditionnel de Pierre Nkurunziza pour avoir été, entre autres, le pilier de la répression contre les contestataires du 3e mandat. Des exemples, il y en a à l'appel. C'est donc sur cette impunité que nos invités vont débattre. D'abord, Osso Prosper Nzisabila, journaliste à la radio Inzamba Tekakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et Eddy Claude Ninina Azue, journaliste également à la radio Inzamba. Et surtout, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, Eddy Claude est également journaliste. Il est juriste. Bonjour. Bonjour Franck, merci pour l'invitation. Bienvenue à tous les deux. Hein. Merci. Merci. Et donc, Melchiade Nzofabarouché a été condamné à 3 ans de prison pour flagrance suite à son appel à noyer les opposants dans le lac Tanganyika, mais il n'a finalement fait que moins de 2 mois d'incarcération. Y a-t-il juridiquement une explication, Eddy Claude Ninina-Azue? Bon, l'explication c'est que d'abord, il a été arrêté après avoir constaté que finalement, M. Nzofabarouché a commis une infraction. Il a incité à la haine. Une infraction qui est punissable au niveau du texte, au niveau de l'Assemblée juridique burundais. Pas seulement une infraction, mais c'était en flagrance. En flagrance, et puis il a été jugé en flagrance. Alors, oui, une chose a été faite et une autre vient d'être faite. Il a été arrêté, il a été condamné, il vient d'être libéré. Donc, comment dirais-je, la justice... Oui, il a été libéré, il aurait pu être libéré 3 ans après avoir purgé, ou peut-être après avoir purgé un minimum qu'il aurait dû effectivement purger. Mais après avoir été condamné en flagrance, est-ce que la peine n'aurait pas été totale? Bon. Je crois que c'est ce qu'on va débattre, pourquoi il a été libéré, pourquoi il avait été condamné. Alors, la peine qu'il avait encourue ne correspondait pas à l'infraction commise. Je crois qu'on va y revenir. Sinon, la justice a fait semblant de faire son travail quand il a été arrêté et jugé en flagrance. Ce que nous n'avions pas l'habitude de voir. Mais ça a été jeté la poudre aux yeux de la communauté nationale et internationale qui avait crié haut et fort qu'est-ce qui se passe. Et je rappelle que Nzofabarouché avait lancé cet appel pendant la campagne. On était avant la campagne, mais on avait compris qu'il a dévoilé le message qui véhiculait dans les membres du parti au pouvoir, surtout les cadres. Nzofabarouché n'est pas n'importe qui dans le parti au pouvoir. Nzofabarouché est juriste aussi. Vous venez de dire que la peine qu'il avait encourue ne cadrait pas exactement avec le crime en question. Sur quelle base est-ce que vous basez? Bon, l'incitation à la haine est condamnée pénalement. C'est pas 3 ans. Et puis, il y a des circonstances aggravantes qui devraient charger encore M. Nzofabarouché.
Donc, ça a été une stratégie, et une stratégie qui est connue, mais souvent des juristes l'ont vu. On fait semblant de punir, et celui qui est puni tente fait l'appel. Quand on fait l'appel, c'est un moyen de libérer cette personne. Ce qui a été fait pour nous Farouché. Est-ce qu'il a fait appel? Oui, il a fait appel. Et il a été condamné à 4 mois. Avec sursis. Avec sursis. Ah, d'accord. 4 mois. Imaginez, 4 mois. Avec sursis. Donc, c'est dire qu'il va purger sa peine étant libre. 4 mois. C'est aberrant. C'est une parodie de justice, en fait. Merci Claude pour ces explications. Osso Prosper Nzisabira, avec la condamnation de Melkia Nzofabarouché, le monde avait pensé qu'enfin le pouvoir met un terme à l'impunité. C'est donc la désillusion avec sa libération? D'une part, c'est une désillusion. D'une autre part, c'est normal. Si je dis d'une autre part, c'est excepte le Burundi, les Burundais, parce qu'on est habitué à de telles situations où au Burundi, ça date de longtemps, surtout avec ce pouvoir du CNDD-FDD. On dirait que c'est un message qui est organisé, préparé et orienté. Alors, des illusions parce que à travers le monde, c'était comme... je ne sais pas dire, c'était un miracle, parce que condamner un cadre, parce que comme mon confrère Eddy vient de le dire, ce n'est pas n'importe qui. Souvenez-vous qu'il était chef de cabinet adjoint du président Nkurunziza, il était aussi le vice-président de la milice Imbonerakure. Alors, avec cette casquette-là, ce n'est pas n'importe qui. Alors, s'il vient d'être condamné, on dit qu'il est emprisonné aussi, alors le monde va dire, maintenant, les choses vont changer au Burundi, la justice va commencer à jouer son rôle. Et comme je l'ai dit, il y a de deux côtés. Dans le monde, ça va, tout le monde disait, des choses changent. En fait, il y a eu deux choses à la fois. D'abord, il y a eu la condamnation de Melkia Nzofabarouché, et puis les messages publics de la sorte n'ont plus été prononcés. Souvenez-vous, depuis un certain moment, avant Melkia Nzofabarouché, il y a eu beaucoup de cadres, des caciques du CNDD-FDD qui véhiculaient exactement le même message dans d'autres régions du pays, mais qui n'ont jamais naturellement été inquiétés. Alors, après sa condamnation, on n'en a plus jamais entendu parler. On s'est dit... les choses vont peut-être changer, la justice va peut-être commence peut-être à faire son travail, et c'est donc peut-être sur ce plan que la désillusion peut effectivement, comme vous le dites, s'expliquer. Non, pas de désillusion, parce que s'il n'avait pas dénoncé le parti CNDD-FDD, s'il n'avait pas inclus ce parti dans son discours, là, jusqu'à présent, Melkia ne serait pas condamné comme on l'a fait. Souvenez-vous, c'est directement après avoir prononcé ce discours d'ON, ce discours, c'est le parti au pouvoir qui a d'abord condamné et a saisi a demandé à la justice juste de saisir. Oui. Alors, là, c'est pourquoi, parce qu'il a dit, souvenez-vous, il a dit, comme mes supérieurs, dans le parti CNDD-FDD, c'est un parti politique qui est complet, qui est protégé, qui a tous les pouvoirs. On m'a commandité, on m'a envoyé pour vous dire que désormais, les opposants seront jetés dans la rivière, dans le lac Tanganyika, et ainsi de suite. Alors, pour nourrir les poissons. Oui. Alors, là, le CNDD-FDD était pointé du doigt, était touché directement, et il y avait des preuves. C'était en flagrant délit. Il y a des discours qui sont là. Alors, c'était faire semblant. C'est pourquoi il n'y a pas de désillusion. Osso Prosper, la libération de Melkia Nzofabarouché, pensez-vous que ce soit quelque part un message comme pour dire au monde, écoutez,
la justice, maintenant, elle donne libre voix aux membres du parti CNDD-FDD pour faire ce qu'ils veulent sans être aucunement inquiétés. Là, il y avait l'opposition, les partis de l'opposition, il y avait la société civile, il y avait les médias et qui n'étaient pas inquiétés avec cette condamnation. Et là aussi, la FIDH avait aussi condamné à cette période la campagne de... comment dirais-je, de la terreur de la part des hauts cadres du parti au pouvoir. Comme d'autres organisations, oui, à travers le monde. Mais c'était seulement condamné, dénoncé jusque-là, alors que c'était dans ses compétences. Le FIDH devait aussi devait renforcer cette condamnation et jusqu'à condamner, peut-être inciter la justice à faire son travail à partir de ces condamnations. Parce que si on condamne, on a des preuves. Et si on dénonce, on a des preuves. Mais c'était jusque-là. Alors si le FIDH n'avait pas le pouvoir de faire quelque chose, alors que c'est au niveau de la justice... Mais Osso Prosper, il faut quand même qu'on soit réaliste. La FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme, qui n'a pas vraiment une compétence pour aller au-devant de la justice, pour lui dire « fais ceci, fais cela sur la base de ceci ». Oui, indirectement, parce que on fait des enquêtes et du haut niveau, pas nos enquêtes au Burundi, par de l'oreille à l'oreille, de la bouche à la bouche. Ça, c'était des enquêtes spécialisées. Alors, le FIDH devait travailler avec la justice burundaise et on devait convoquer les responsables. Peut-être c'est un tout petit peu compliqué, peut-être dans le contexte actuel où les organisations, qu'elles soient locales ou internationales, sont chassées par le pouvoir de Bujumbura. Un instant. Oui. Alors, aussi, quand vous avez dit qu'il y avait des audios, des vidéos qui circulaient dans des médias sociaux, mais il y avait aussi le message. C'est plus il y avait le message du président du parti, le général Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye. Même le président de la République, lui aussi, disait là où on disait, il faut, quand on va tenir des réunions, évitez d'entrer avec votre téléphone portable, évitez d'entrer avec des machines, des ordinateurs. Et là, il commençait à aussi prononcer des discours de haine. Il a été le premier à donner rendez-vous aux gens en disant on va se rencontrer aussi, au paradis. Au paradis. Eddie Claude, l'autre cas, c'est celui du colonel Vital Bangirinama qui avait été condamné à la perpétuité par contumace pour l'assassinat de plus de 30 personnes. Il avait fui, il est revenu cette année près de 10 ans après les faits. Visiblement, il n'est pas menacé. Une explication ? Il est dans les bonnes mains du pouvoir qu'il avait mandaté. Alors, quand Bangirinama avait fui, c'est parce qu'il y avait le monde de la communauté internationale qui criait. Vous vous rappellerez à Prodh, Bonima, avec son organisation, qui avait cru haut et fort que son monsieur est coupable et le crime qui a été commis est un crime d'État parce que c'est un collègue qui a été mandaté. Et la PRODH qui, à l'époque, avait été la première à aller sur le terrain, découvrir effectivement les corps, montrer toutes les photos, des corps et des têtes qui... Et le monsieur a fui. Aujourd'hui, il a regagné son pays et au lieu d'être attrapé, arrêté, il est dans les bonnes mains du pouvoir. Je ne sais pas aujourd'hui le poste qu'il occupe, mais il est dans les bonnes mains. C'est un enfant qui a regagné la famille. Alors, ce qui montre qu'aujourd'hui, c'est une justice de 2 poids et 2 mesures qui est concrétisée. On le disait, on a depuis longtemps alerté, mais aujourd'hui, c'est visible. Ce sont des condamnations ciblées. Et on fait faire semblant de faire travailler la justice, mais malheureusement, il y a des signes qui ne trompent pas aujourd'hui. La justice burundaise, le juge burundais n'est pas libre.
C'est dommage. Et dit Claude, on peut penser, vous savez, on n'est pas tous juristes, alors on peut penser que 10 ans après son retour, que peut-être sa condamnation peut ne plus être valable. Est-ce qu'une durée, après une telle condamnation, après de tels faits aussi graves que le meurtre, l'assassinat de 31 civils, alors que c'est lui qui était censé les protéger, est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que les 10 ans peuvent expliquer le fait que cette condamnation ne soit peut-être pas valable? Non, ce n'est pas une explication. Il y a, en droit pénal, il y a des crimes imprescriptibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des crimes dont... Notamment les crimes de sang? Les crimes contre l'humanité. Il y a des crimes de génocide. Ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Il n'y a pas une durée qui passe pour dire que cette condamnation n'est pas valable pour le moment. Non. Donc, le monsieur est coupable. Vous venez d'utiliser un terme, un crime de génocide. On sait que lorsque l'on a tué la trentaine de personnes à Muyinga, c'était des personnes qui étaient ciblées pour leur appartenance dans un parti politique, le FNL d'Agatongwassa. Est-ce qu'on peut effectivement le qualifier de tel... on parle généralement de massacre. Est-ce qu'on peut parler de génocide? Partant de la définition... Partant de la définition de génocide, c'est un génocide qui a été commis, qui continue à être commis contre les membres d'un groupe, surtout un groupe d'appartenance politique. Ce sont les membres du parti FNL qui sont à la chasse. Et ce sont des agents de l'État qui les chassent, qui les massacrent. On ne peut pas ne pas parler de crime de génocide et contre les membres du parti FNL. Parce que les 30 personnes qui ont été massacrées, qui ont été jetées dans la Rouvourou, si j'ai bonne mémoire, ce sont tous les membres du parti FNL. Et aujourd'hui aussi, il y a des membres du parti FNL qui sont ciblés, qui sont chassés, qui sont tués. À chaque fois, alors, si Gwassa pourrait tenter une action en justice disant que je suis victime d'un crime de génocide contre les membres de mon parti. En attendant, pour l'instant, il est avec le pouvoir, il a un poste de vice-président de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On se prospère. 2 ans après la condamnation du colonel Vital Bangilinama, en 2010, l'officier avait été révoqué et donc déchu de son statut d'officier par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. La révocation peut-elle expliquer sa liberté d'aujourd'hui? Est-ce que l'on peut penser que sa révocation peut avoir été comme une peine qui peut remplacer la perpétuité? Et là, je me souviens que la révocation, c'était un décret qui était signé par le président lui-même, le président de la République, que c'était le 5 juillet 2010. Alors, avec ce décret, c'était à l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas de... L'armée, surtout l'armée, était, entre guillemets, était toujours soudée. L'armée était une armée burundaise qui était séparée, qui n'en avait rien à voir avec les dégâts, les crimes qui étaient attribués à la police. Mais jusque-là, c'était une armée qui était organisée. Alors, le président, je peux dire qu'il était menacé pas par quelqu'un d'autre, mais par sa position. Il y a quelqu'un qui a commis des crimes, c'est un officier. Alors, nous avons l'auditorat militaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'urgence de révoquer certains militaires qui sont là, des officiers de l'armée. Alors, le président pouvait dire, même l'autre, pour montrer que il est sensible. Il est sensible. Alors, ou bien que c'est lui-même qui avait évité sa condamnation directe en disant que l'armée et la police pouvaient se confronter si on l'emprisonne et si on l'arrête, le colonel Vital Bangilinama. Mais maintenant, à présent, est-ce que ce n'est plus la même armée? Il n'est plus colonel. Pourquoi maintenant on fait semblant de l'emprisonner
est-ce que cette armée-là et la police ne pouvaient pas encore se confronter? Mais il n'a pas été Il n'a jamais été inquiété. Il est de retour, mais il est là. Il a jamais été il est là, il est de retour. Mais on lui a aidé, on lui a facilité sa fuite. C'est exactement ce qu'on a dit. Ah oui. Alors maintenant, il revient. Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire qu'on a essayé de diviser l'armée, on a gagné la confiance, maintenant il est protégé par l'armée. Mais Eddy Claude, est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui le pouvoir ferme les yeux sur les crimes qui ont été commis par cet officier qui était alors le commandant de la 4e région militaire et donc qui était le chef supérieur à l'époque dans sa région? Est-ce qu'il est possible qu'un autre pouvoir le poursuive? Bon. Vous avez parlé d'imprescriptibilité. Dans le cours normal des choses, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est une justice de 2 poids, 2 mesures. Mais j'ai parlé d'un autre pouvoir. Un autre pouvoir, oui. c'est possible. C'est possible. Ce qui est aujourd'hui visible, c'est que le pouvoir protège ces criminels qui sont à la commande de son même pouvoir. Comment se fait-il que le pouvoir arrête quelqu'un qui avait été sous sa commande? C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est visible. Ce qui est remarquable, c'est que des gens qu'on croit condamnables, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à liberté. Mais paradoxalement, il y a des innocents qui sont à la lutte contre la violation des droits de l'homme. Ce sont ces gens qui sont coffrés. C'est un paradoxe. Mais souvenez-vous qu'il a été poursuivi, il a été jugé. Il y a des militants. Tout à fait. Il a été jugé alors qu'il était, il avait fui, il était en fuite. Il a été jugé. Alors, il revient, il regagne le pays. Il faut appliquer le jugement. Mais comme qui applique comme si les morts étaient revenus finalement de leur tombe. Là, j'ai du mal à mettre à la place des familles des victimes, voilà, de ceux qui ont été tués. C'est toute une irritation qui n'est pas dite. Alors, vous parlez tout à l'heure que est-ce qu'aujourd'hui, il peut être arrêté? Mais qui peut l'arrêter? Si c'était à notre point. Je parlais tout à l'heure que ce qui se passe, c'est un paradoxe. Des gens, des innocents sont coffrés à la place. Je parle du cas des innocents. Il y a Germain Kouki aujourd'hui qui purge une peine de 32 ans pour des soupçons, aucune preuve. Alors que c'est un défenseur des droits de l'homme. C'est un défenseur des droits de l'homme. Mais il y a des criminels qui alertent, qui incitent des gens à massacrer les autres. Et des cadres, des juristes qui savent interpréter la loi, mais qui incitent en plein air, dans le public, pendant des manifestations, mais qui sont à liberté. Et il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont coffrés, incarcérés 32 ans. On dirait que c'est un génocidaire qui a été condamné. C'est pas normal. Alors, il y a des gens qui ont été libérés, mais qui restent coffrés. Moi, je pensais aux politiciens. Hein? Il y a des hommes politiques qui restent coffrés alors qu'ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Je parle le cas de Nathan Dayongege. C'est un cadre d'IMSD qui n'a pas pu bénéficier de la grâce, alors qu'il était sur la liste. Il y a d'autres qui ne sont pas connus. Ah oui. C'est difficile à expliquer ce qui se passe. Ça dépasse l'entendement. Donc, c'est un mode de vie aujourd'hui du régime de Bujumbura. On aura peut-être dans les quelques minutes qui nous restent le temps de revenir sur certains aspects que vous êtes en train de développer. Un cas atypique, celui du colonel Désiré
Désiré Ouamahoro, atypique pour les nombreux cas de crimes dans lesquels il est impliqué et, dans certains cas, même condamné. Par exemple, en 2007, il avait été condamné à 5 ans de prison par le tribunal de grande instance de Moulavia pour violation des droits des populations des communes Lutegama et Mushikamo, une peine qui n'a jamais purgé. Pour le protéger, en 2008, Pierre Nkurunziza le fait officier supérieur et le tribunal n'a plus les compétences de le poursuivre. En 2013, le même Désiré Ouamahoro est arrêté et incarcéré au service national des renseignements pour détournement de fonds issus de l'ordre d'Obuti Hinda. Mais il sera libéré 2 semaines plus tard. Est-ce compréhensible qu'une personne citée dans des graves cas de crimes reste libre, Prosper? Mais je reviens à ce que j'avais dit avant. C'est un groupe qui est organisé, qui est préparé. Et on ne choisit pas n'importe qui pour donner de tels postes. Alors, s'il est organisé, s'il est préparé, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle donna-donna. C'est l'échange. Oui. Tu vas faire ça et nous, en échange, tu ne seras pas poursuivi. Donc, c'est une question d'intérêt. D'intérêt. Alors, s'il fait de telles choses, imaginez avec la question là d'Obuti Hinda avec l'argent de ces miniers là. Ah, mais il avait été attrapé, emprisonné quelques jours, si je ne me trompe pas. C'est 2 semaines. 2 semaines. Après, il a dit, bon, ok, question d'intérêt, au lieu de lâcher toute la somme, je donne la moitié. Imaginez, oh, ok, on accepte, donnez-nous la moitié, vous serez libre. Ça, c'est l'argent, c'est des choses palpables. Alors, quel est le prix de la personne, de l'individu, de l'être humain? Combien? Qu'est-ce qu'il va donner pour être libéré à la place, comme il a fait avec cette somme-là? Alors, si ce sont des cas pareils, c'est-à-dire que il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'on s'était convenu, et après, il est libre, il n'est pas même inquiété, comme les autres. Il a dit, c'est Rukuki, quand il était à la justice appelée, vous voyez qu'il était même, son visage montrait que vraiment, il a peur, c'est comme si on lui a... On lui a fait des coups, mais pour Désiré, il était fier, il marchait comme si c'était rien. Il savait bien que... Et aussi, chose grave, la police avait essayé de cacher, il y avait la police, le service national de renseignement qui ne se prononçait pas sur son cas. Peut-être que ce qui l'a sauvé en ce moment-là, c'est que les fonds qu'il a détournés n'étaient pas des fonds publics, mais plutôt des fonds privés. Et on a parlé que c'était de l'argent qui était plutôt destiné à un certain Moutama. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce que j'allais dire, oui. Quand on parle d'un cas atypique, le colonel Désiré Ouamahoro, c'est un outil du pouvoir. C'est un outil du pouvoir. Quand il agit, ce qu'il fait à chaque fois, c'est pas de son gré. C'est pas de son gré. C'est pas de son gré. Et donc, c'est pas un crime qu'il commet personnellement. Donc, bon. Il a des circonstances atténuantes alors, comme ce n'est pas, c'est contre son gré. Il est utilisé, ce que je dis, mais il est... Mais vous êtes en train de le justifier. Je le justifie, mais sans toutefois ce qui se passe aux décharger. Je l'excuse pas. C'est comme une répétition. Même quand il avait été arrêté, tout le monde disait, même dans les médias, la société civile disait que c'est un théâtre, c'est un jeu. Il sera emprisonné quelques jours, il sera libéré. C'est ce qui s'était passé. C'est un théâtre. Vous le disiez tout à l'heure, Eddy Claude, le colonel Ouamahoro est un exemple parmi tant d'autres qui jouissent de l'impunité. On peut notamment se rappeler de ceux qui ont tenu les mêmes propos que Meltiade Zofabalouché, les Imbonerakure qui ont tué, torturé, etc. En espoir, malgré ce tableau plus que sombre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir parce que ce qui se passe, c'est une justice de 2 poids 2 mesures. Alors, on vient de concrétiser à Libéra, Zofabalouché, il y a le colonel Bangilinama qui circule librement, mais paradoxalement, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont coffrés, il y a des hommes politiques qui sont coffrés, alors qu'ils n'ont fait que défendre leur cause en tant que personne humaine. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, je n'ai pas d'espoir, plutôt, ça devient encore pire. Ce qu'il faudra, c'est attendre cet espoir quand le régime peut-être sera peut-être avec la justice internationale. Justice internationale, pas du tout. La solution burundaise est au Burundais. Prosper,
Un espoir malgré tout? Oui, un espoir, parce qu'avec le cas du colonel Vital, on avait lancé un mandat international à l'Interpol pour arrêter Vital. Et maintenant, c'était incomplet ce mandat. Et le gouvernement, jusque-là, n'a pas complété son mandat. Mais le mandat est là. C'est-à-dire que le gouvernement a condamné, veut qu'il soit arrêté. Et maintenant, il est revenu dans le pays, il est libre. C'est une chose avec son contraire. Alors, avec ce mandat, il y a aussi des enquêtes de la Cour pénale internationale, tout ça. Alors, tôt ou tard... Hein, non, l'étau finira par se resserrer et donc condamner et punir ceux qui doivent être punis. Merci. Donc, c'est la fin de cette 35e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités. Eddie Claude Ninina Azoué, journaliste et juriste, et Osso Prosper Ndisabila, journaliste, tous deux de la radio Inzamba Agate Kakawe. Merci. Merci Franck pour l'invitation. Un grand merci à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.